Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les internautes qui vous suivent en ce moment? Merci bien. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis monsieur Sosten Samba, Congolais de Brazzaville, né à Brazzaville, grandi à Brazzaville. Et dans les années 99-2000, j'ai immigré en France où j'ai passé quasiment une décennie. Mais actuellement, je suis résident au Canada, à Montréal. Ok, mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui devant tous ces internautes? Quel est votre message principal? Monsieur le journaliste, écoutez, nombreux sont des Congolais qui me connaissent déjà parce que je suis passé dans plusieurs conférences où j'ai expliqué l'état comateux du Congo. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'expliquer encore sur un secteur très précis, celui de l'enseignement et l'éducation au Congo-Brazzaville. Ok, mais en parlant d'éducation et d'enseignement, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique de l'évolution de l'enseignement au Congo-Brazzaville? Mais l'historique est très simple pour certains, ceux qui ont étudié à l'école, et comme moi aussi, ceux qui ont fait des recherches, ceux qui ont eu l'occasion de lire. L'enseignement au Congo-Brazzaville date depuis des illustres, depuis nos aïeux, depuis les indépendances. Et pendant l'Afrique équatoriale française, le Congo formait des cadres qui, eux, partaient dans plusieurs pays d'Afrique. Nous avions connu pas mal de cadres de plusieurs pays, du Sénégal, du Gabon, de la RDC, du Cameroun qui sont passés au Congo-Brazzaville. Et cet enseignement a été perpétué jusqu'à nos jours. Ok, mais vous parlez de l'époque coloniale. Comment vous jugez l'enseignement qui était donné à cette époque-là? Écoutez, monsieur le journaliste, l'enseignement qui a été dispensé aux Congolais particulièrement et aux Africains en général, nous pensons que ça a été un enseignement de base, un enseignement que j'ai intitulé moi, l'enseignement du décideur au décident. Et c'est cet enseignement-là, qui date des années 21, des années 60, qui se perpétue jusqu'à nos jours. Ok. Est-ce que à l'époque coloniale, il existait des universités au Congo-Brazzaville? À l'époque coloniale, à proprement dit, il n'y avait pas des universités. Mais le Congo-Brazzaville, selon les historiens, selon l'histoire, est parmi les pays d'Afrique qui a connu la première université au niveau de l'Afrique. Et tous les cadres que nous avions connus, je répète, et même le président, le feu Omar Bongo Ondimba, et d'autres présidents aussi, et d'autres grandes personnalités de l'Afrique ont fait leur université au niveau du Congo-Brazzaville. Donc il y a eu une période où le Congo a connu des universités vraiment fiables et très viables. Donc pour répondre à votre question, oui, le Congo avait des universités. Ok, mais quelles sont les facultés qui étaient présents, parce qu'on a entendu dire que il y avait certaines facultés qui n'étaient pas autorisées dans les universités pour éviter que les gens s'instruisent et réclament l'indépendance. Écoutez, monsieur le journaliste, il y a eu plusieurs facultés, mais comme je l'ai dit en amont, l'enseignement qui était dispensé dans ces années-là était des enseignements de base, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller plus loin que ce que nous connaissons aujourd'hui, par exemple. Et il me semble que cet enseignement, c'était aussi comme un frein pour que l'Africain, pour que le Congolais en particulier, n'aille pas loin dans ses études et qu'il essaie de découvrir certaines formes de pensée. Et pour ce qui est des facultés, au Congo, nous avions plusieurs facultés. Mais sur les facultés qui ont été interdites, sur cette question, je suis un peu dubitatif. Ok. Mais est-ce qu'il y avait des cours d'administration, des philosophies, de droit qui s'y donnaient? Les cours de droit, pendant l'époque coloniale, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de faculté de droit pendant l'école coloniale.
il y avait celui d'administrateurs, parce que le Congo a formé beaucoup des administrateurs et qui ont administré dans plusieurs pays d'Afrique aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque à l'indépendance, lorsque les professeurs, que je suppose tous étaient pratiquement des Français, lorsqu'ils sont partis à l'indépendance, qui les a remplacés? Éventuellement, après l'indépendance, donc en 1960, où le Congo a connu son indépendance, il y a eu des cadres, des professeurs qui ont pris la relève. Mais si j'ai parlé en amont, j'ai parlé d'un enseignement de base parce que nous avions connu des difficultés. Après l'indépendance, il fallait former des cadres et pour qu'il y ait une suite logique après l'indépendance, avec le blanc est parti, le colon est parti. Et le Congo, sur ce point, a formé ses cadres et nous sommes en train de continuer dans cette lignée-là. Okay. Mais on a entendu dire qu'on pouvait avoir des ministres qui n'avaient que des formations secondaires. Exactement, parce que l'université, à proprement dit, comme j'ai dit, le droit, la philosophie n'existait pas avant. Mais ces cadres que nous avions eus dans les années 20, dans les années 30, c'était des cadres formés. C'était des cadres qui avaient ces capacités-là, à cette époque, de pouvoir administrer, de pouvoir gérer un ministère. Donc, on pouvait se retrouver avec des enseignants, avec des ministres qui n'ont eu que le BEMG avant, mais qui pouvaient être capables éventuellement d'administrer un ministère ou un secteur donné. Ok, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer cette éducation d'exécutants qui se donnait à l'époque coloniale? Donc, est-ce qu'il y a des constructions d'écoles? Est-ce que le programme il y a une réforme du programme? Écoutez, monsieur le journaliste, nous pensons que le Congo a un mal et qu'il faut guérir. Nous pensons que le Congo est en crise. Dans plusieurs de mes conférences, j'ai expliqué que le Congo vit une crise économique, le Congo vit une crise sociale, le Congo est en crise politique. J'aimerais mettre l'accent sur la crise sociale, éventuellement sur l'enseignement, l'éducation. Cet enseignement que nous avions connu au niveau du Congo-Brazzaville, qui date depuis les indépendances, aujourd'hui n'a pas connu de réforme. Cet enseignement est resté tel. L'école au Congo doit être réformée. Parce que cet enseignement qui est dispensé au Congo-Brazzaville jusqu'à ce jour date de cette époque-là, de cette époque coloniale. Et cet enseignement n'a pas suivi le développement. Cet enseignement n'a pas suivi le cours de l'histoire. Donc nous sommes restés comme figés. Et ce que nous prenons, c'est qu'il y ait des réformes au niveau de l'enseignement, de l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville. Nous prenons qu'il y ait ce qu'on appelle les états généraux, qu'on s'arrête un peu, qu'on essaie d'interpeller les enseignants, eux qui vivent cette situation, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils en pensent de l'enseignement au niveau du Congo-Brazzaville, eux qui dispensent, eux qui forment les cadres de demain. Et on devrait s'asseoir avec ces enseignants-là pour faire l'état de lieu de l'enseignement et de l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que nous pensons que cet enseignement date de l'époque coloniale et qu'il faut des réformes, il faut qu'on s'arrête, qu'on dise où en sommes-nous depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'il faut apporter à l'enseignement et l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville. Ok, mais on dit souvent qu'au Congo, on ferme plus des perroquets que des gens qui réfléchissent, donc des gens qui répètent sans comprendre. Mais est-ce que dans vos suggestions, comment vous pensez qu'on peut essayer de mettre fin à ce phénomène? Écoutez, monsieur le journaliste, comme je viens de le dire, la solution miracle n'existe pas. Nous pensons qu'il faut faire d'abord l'état de lieu de l'enseignement et l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut des réformes. Et sur ce point, il faudrait que nous nous asseyions avec les enseignants, avec les maîtres, avec les éducateurs, avec les docteurs d'université, pour voir quelles seraient les solutions apportées sur ce point. Parce que le Congo a un mal. L'enseignement au Congo est malade. L'enseignement au Congo est calamiteux. L'enseignement au Congo est dans un coma profond et qu'il faut guérir. Donc, les enseignants, ensemble, avec les politiques,
nous devrions nous asseoir pour penser quelle serait la solution miracle à donner à l'enseignement, quel serait le coup de pouce à apporter à l'enseignement et l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que l'état de l'enseignement est médiocre actuellement au niveau du Congo-Brazzaville, monsieur le journaliste. Pensez-vous vraiment que les enseignants sont les bonnes personnes à porter cette réforme, vu la situation économique déjà dont vous avez parlé? Il y a la corruption qui s'est installée, les enseignants eux-mêmes sont mal formés déjà. Quel serait le rôle de la diaspora congolaise dans ces réformes? Écoutez, monsieur le journaliste, pourquoi je dis que les enseignants doivent être impliqués? Nous avions vu hier des décisions qui ont été prises dans des bureaux, des décisions qui ont été prises par des groupes d'individus ensemble qui se sont réunis, qui nous ont apporté des solutions, qui nous ont apporté des nouvelles en disant que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, mais cela n'a pas abouti. Et nous pensons que on devrait s'asseoir avec les enseignants parce qu'eux sont bien informés sur ce qui se passe sur le terrain. D'abord, faire l'état des lieux avec eux ensemble et apporter des réformes. Nous avions certaines propositions. Si vous parlez de la diaspora, éventuellement, parce que dans ces pays que nous vivons, en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, nous avons une certaine expérience. Nous avons acquis une certaine maturité et expérience de ces pays-là. Et nous pensons que la diaspora, nous pensons que nous avons un mot à dire, nous pensons que nous avons un apport en ce qui concerne ce sujet-là, l'enseignement et l'éducation au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville. Parce que, monsieur le journaliste, écoutez, j'avais lu un bouquin que le président Denis Sassou Nguesso avait écrit, Le Mongé, le fleuve et la souris. Dans ce bouquin, il avait relaté un fait que quand il était encore adolescent, il partait à l'école, mais à une distance incalculable, peut-être 10 à 15 km, il partait à pied. Et dans ce livre, il mentionne qu'il n'a jamais oublié ce calvaire, par exemple. Alors, depuis que monsieur le président de la République, Sassou Nguesso, a pris le règne du pays, cela date depuis 30 ans déjà, le Congo a connu le même problème. Le Congo est dans le même problème. Il y a des élèves aujourd'hui qui quittent son village pour aller étudier à 15-20 km. Qu'est-ce que le président de la République a fait? Qu'est-ce que les gouvernants du pays ont fait pour éradiquer cela, pour apporter une solution à cela? Le Congo, par exemple, nous avions beaucoup de manquements, nous avions beaucoup de structures qui nous manquent sur ce secteur-là, l'enseignement et l'éducation. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut les états généraux de l'enseignement et l'éducation, et la diaspora a un mot à dire sur ce point-là. Mais pensez-vous que vraiment que c'est dans l'intérêt des politiciens que les gens soient instruits? Parce que quand les gens ne sont pas instruits, ils votent sentimentalement et ça les arrange quoi, pour s'éterniser au pouvoir. Hein? Écoutez, monsieur le journaliste, nous pensons que vous avez en partie raison de ce que vous dites. Soit c'est une volonté politique de garder l'état de l'enseignement et de l'éducation au Congo-Brazzaville au niveau où il se trouve, soit c'est l'ignorance, soit c'est l'incompétence des gouverneurs, soit c'est l'incompétence du gouvernement que l'état de l'enseignement et de l'éducation soit à ce niveau que nous le connaissons aujourd'hui. Les étudiants du Congo-Brazzaville pleurent ci et là. En Russie, nous avons vu, les bourses sont impayées. Nous les avons vus sortir dans la rue au Sénégal parce que les bourses ne sont pas payées. Et donc, monsieur le journaliste, éventuellement, soit c'est de l'ignorance du gouvernement, soit c'est l'incompétence de ce gouvernement, soit c'est la mauvaise volonté politique pour garder les Congolais à ce niveau-là. Ok, pensez-vous vraiment, si on vous demandait aujourd'hui quelle est la valeur du diplôme congolais, en sachant que l'informatique est peu développée, l'Internet n'est pas présent dans les écoles, et pensez-vous vraiment quelle est la valeur du diplôme congolais par rapport aux nouvelles technologies du XXIe siècle? Mais, monsieur le journaliste, écoutez, moi-même, j'en ai subi les conséquences. Quand j'ai quitté Congo-Brazzaville pour Paris, il fallait valoriser encore ces diplômes. Donc, il fallait encore passer par des évaluations. Et idem quand je suis arrivé au Canada. Il faut faire l'évaluation de ces diplômes. Sur cette question, monsieur le journaliste, je pense que nous avions besoin de former les cadres de demain. Nous avions besoin de réformer l'éducation et l'enseignement au niveau du Congo-Brazzaville
Parce que il arrive que ces diplômes-là, qui sont acquis depuis un certain moment, depuis la sortie de la guerre de 97, soient douteux. Ok, mais est-ce qu'on peut assister encore à une mauvaise foi des politiciens, parce que souvent les gens freinent l'Internet, parce qu'avec l'Internet, les gens découvrent beaucoup d'informations qui peuvent les nuire encore une fois. Éventuellement, monsieur le journaliste, je pense que c'est la mauvaise volonté des politiques, c'est la mauvaise foi des politiques pour garder l'enseignement et l'éducation à cet état, dans cet état. Ok, pour le moment, combien d'universités y a-t-il au Congo-Brazzaville? Écoutez, monsieur le journaliste, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, le Congo-Brazzaville compte une seule université, l'université dite Mariangouabi. Mais nous pensons qu'il faut décentraliser l'université, l'école au niveau du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui te fait 342 000 km² avec 4 millions d'habitants, mais il n'y a qu'une seule université. Et nous pensons qu'il faut décentraliser cela. Pointe-Noire, par exemple. Aujourd'hui, nous assistons à une migration de la population. Les gens quittent Pointe-Noire après son baccalauréat pour venir fréquenter à Brazzaville. Les gens quittent Infondo ou Ouesso pour venir fréquenter à Brazzaville parce qu'il n'y a qu'une seule université. Donc, nous pensons qu'il faut décentraliser l'université au niveau du Congo-Brazzaville. Et le moment est venu, monsieur le président de la République, au gouverneur de Brazzaville, de décentraliser l'université au niveau du Congo-Brazzaville. Je crois que l'université au Congo-Kinshasa à Kinshasa avait été construite de 1955 à 1958. C'est juste en 3 ans on peut construire une grande université. Pensez-vous pourquoi en 30 ans de pouvoir, votre président au Congo-Brazzaville n'a construit qu'une seule université? Écoutez, monsieur le journaliste, c'est quand même hallucinant de voir l'état de l'enseignement et de l'éducation actuellement au niveau du Congo-Brazzaville. Construire une université, ça ne demande pas 10 ans. Dans ces pays que nous vivons, nous en avons les exemples. Comme vous venez bien de le souligner, en 1 an, en 2 ans, on peut construire des universités. Et ce n'est pas l'argent qui manque au Congo-Brazzaville pour créer une université à Pointe-Noire, pour créer une université à Dolisie, pour créer une université à Ouesso, pour créer une université à Gamboma, pour que ceux-là de la population qui vivent dans ces contrées puissent fréquenter dans ces régions. Donc je pense que c'est une volonté politique de garder l'état de l'enseignement au niveau du Congo-Brazzaville dans cet état et de ne pas construire les universités. Mais hélas, les gens se glorifient parce qu'on a créé une route quelconque quelque part, on a bitumé une route de 15 km ou de 10 mètres quelque part, alors que l'enseignement n'évolue pas. Les gens se glorifient parce qu'un aéroport a été construit à Olombo, et les gens se glorifient parce que les aménagements ont été apportés à l'aéroport de Maya-Maya. Alors que faites-vous de l'enseignement et de l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville? Vous créez un aéroport au niveau de Olombo qui va te coûter des milliards, alors que l'université, ça peut te coûter quoi? Même pas 1 milliard pour créer une université. Alors vous créez, vous préférez mettre l'argent dans les aéroports, dans les routes, et vous êtes incapable de créer une université à Ouesso ou à Infondo ou à Pointe-Noire. Ce n'est pas l'argent qui manque, monsieur le journaliste. C'est une volonté politique de maintenir l'enseignement et l'éducation dans cet état. Mais quel est l'état de la médecine au Congo-Brazzaville? Comme la médecine et l'enseignement, nous pensons que ce sont des secteurs que le gouvernement ne valorise pas. Les enseignants, les médecins ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Aujourd'hui, si on en vient aux chiffres, le Congo, l'année passée, a fait un excédent budgétaire de plus de 1000 milliards en francs CFA. Où est parti cet argent? Personne ne saura le dire. Le budget 2015 est prévu à 4 milliards 156 millions de dollars. Et la majeure partie de ce budget est consacrée à l'armée. Nous voyons l'armée congolaise aujourd'hui acheter des matériels de guerre, des matériels de combat. Avant de valoriser l'armée, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur l'enseignement, mettre plus l'accent sur l'éducation, la santé,
Voilà les secteurs clés auxquels le gouvernement, le président de la République devrait mettre un accent là-dessus. Parce que dans ce pays que nous vivons, nous voyons la majeure partie du budget, au Canada par exemple, est consacrée à l'éducation, l'enseignement, l'agriculture et aussi la santé. Mais dans nos pays, le Congo-Brazzaville, c'est le contraire. L'année passée, le budget de l'armée congolaise a été de 250 milliards de dollars. Et l'enseignement, 63 millions de dollars. C'est quand même houleux, c'est honteux. Est-ce que votre président s'est fait soigner au Congo-Brazzaville? Monsieur le journaliste, écoutez, comme tout bon nombre de ses ministres, il ne se soigne jamais au Congo-Brazzaville. Mais qu'est-ce qui arrive s'il pique une crise cardiaque en pleine nuit? Il va prendre Mais je pense que c'est la mort qui surviendra. Ok, alors souvent on dit que les politiciens, ils se font soigner à l'extérieur, ils envoient leurs enfants étudier à l'extérieur pour qu'ils reviennent encore dominer sur les autres qui sont restés au pays. Pensez-vous que ça s'est vérifié aussi au Congo-Brazzaville? Monsieur le journaliste, les faits ne sont plus à évoquer et les Congolais sont conscients de tout cela. Nous, au niveau du Canada, nous sommes une diaspora bien organisée et nous informons nos compatriotes congolais de la diaspora et aussi ceux qui sont au Congo, sur tout le territoire du Congo, que l'État est... Il y a une urgence à réformer la santé, l'enseignement et l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville parce qu'éventuellement, ces présidents-là, leurs enfants, leurs familles ne sont pas soignés, ne fréquentent pas dans les mêmes universités que nous, les populations, le commun des mortels, disons. Quand ces gens-là tombent malades, sa femme, son fils, et ils sont vite rapatriés en France, en Espagne. Mais qu'en est-il de la population alors? Ok, mais souvent ce qui arrive en Afrique, c'est que les gens ne sont pas conscients de leur situation. Comme vous, il vous faut venir ici en Occident pour réaliser vraiment dans quel état votre pays était. Qu'est-ce que vous faites pour informer suffisamment les gens au Congo-Brazzaville de leur situation catastrophique? Écoutez, monsieur le journaliste, nous essayons tant bien que mal d'informer la population. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous avions aussi des cellules où nous passons des informations parce que les gens qui vivent au Congo-Brazzaville, certains sont sous-informés sur l'état calamiteux de leur pays. Mais la situation peut se vérifier sur le terrain. Mais nous, au niveau de la diaspora, nous passons de conférence en conférence dans des chaînes comme le vôtre. Je sais que vous avez reçu pas mal de politiciens, pas mal de gens d'autres pays, des grands politiciens, d'ailleurs que je salue, Congo Mikili, qui a reçu des illustres personnages que vous avez reçus, qui étaient assis dans le même banc que moi et qui sont aussi en train de faire le même travail. Et donc cette chaîne, par exemple, Congo Mikili, c'est une grande chaîne où nous passons de temps en temps pour éventuellement informer la population de la diaspora et ceux qui sont sur le territoire national de l'État de nos pays. Et nous n'allons pas nous arrêter, nous allons descendre jusqu'à la base pour faire des conférences, pour éventuellement dire trop c'est trop, il faut des états de lieu de l'enseignement, il faut les états de lieu, nous devons faire des réformes au niveau de l'éducation. Ok, mais souvent on accuse les Africains de faire du copier-coller, donc ils copient ce qui est en Occident pour essayer de le coller en Afrique sans tenir compte des réalités, des cultures. Est-ce que selon vos suggestions, est-ce que vous pensez copier encore tout ce qui se fait au Canada ou en France pour essayer de le coller au Congo-Brazzaville? Écoutez, monsieur le journaliste, nous pensons avoir donné des éclaircissements sur ce point, pas faire du copie-coller, mais quand on copie ce qui est bien et on laisse ce qui est mauvais. Mais sur ce sujet, sur l'enseignement et l'éducation, je pense qu'il y a un grand mal et qu'il faut guérir. Ok, mais qu'est-ce que vous songez qu'est-ce que vous comptez apporter vraiment concrètement à l'éducation au Congo-Brazzaville? Monsieur le journaliste, nous pensons que, premièrement, comme je viens de souligner un peu plus haut dans mon allocution, qu'il faut s'asseoir avec les enseignants, il faut décentraliser l'université au niveau du Congo-Brazzaville
Mais aussi, il faut des réformes au niveau de l'éducation. Nous devions former des cadres de demain. Le Congo a un programme que j'ai suivi du gouvernement, le chemin d'avenir. Selon l'indice de croissance, le Congo a atteint 3,8 dans l'indice de croissance. Le Congo est déclaré pays émergent d'ici 2025. Mais nous pensons, la croissance, ok, cela est très bien. L'émergence 2025, oui, mais avec quel cadre allons-nous partir à cette émergence? Si nous ne formons pas des cadres, si nous ne formons pas assez d'ingénieurs, avec qui allons-nous faire face avec cette émergence? Nous assisterons en 2025, le Congo émergent, avec des ingénieurs chinois, avec des ingénieurs qui viennent du Sénégal, avec des ingénieurs qui viendront de l'autre côté du Rive, c'est-à-dire du Congo Kinshasa. Mais le Congolais, qu'est-ce que le Congolais a gagné dans tout ça? Nous pensons qu'il faut reformer, il faut former les cadres. 80% de l'enseignement qui est dispensé au niveau du Congo-Brazzaville, c'est l'enseignement général, au profit de l'enseignement technique. Et nous pensons qu'il faut former des cadres, des ingénieurs agroéconomiques, des ingénieurs en électricité, des ingénieurs en bâtiment, et dans chaque coin du Congo, il devrait y avoir des universités. À Pointe-Noire, par exemple, on peut créer une université qui ne s'occupera que du problème maritime, du problème pétrolier. Si nous voulons demain avoir des ingénieurs sur ce côté. Mais quel est le salaire d'un professeur au secondaire ou à l'université? Écoutez, monsieur le journaliste, c'est quand même honteux. Et les yeux m'en tombent si je vous disais l'équivalent de ce que gagne un enseignant au niveau du Congo-Brazzaville. Un enseignant au niveau du Congo-Brazzaville, selon nos informations, cela que nous avions vérifié sur le terrain, gagne entre 70 et 150 000 francs CFA. C'est l'équivalent en dollars, c'est... L'équivalent en dollars de 105 à 120 dollars par mois. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant peut faire avec cette somme exorbitante? Il ne peut même pas tenir les 2 bouts du mois. Le loyer, par exemple, te coûte dans les 75 000 francs CFA, quasiment la moitié de son salaire. C'est pour cette raison que j'avais évoqué que ce secteur de l'enseignement et l'éducation n'est pas assez valorisé. Nous assistons aujourd'hui de l'immigration, du déplacement des enseignants. L'enseignant, au lieu de se consacrer à enseigner les élèves, nombreux se sont délocalisés, si on peut le dire. Ils sont passés à la douane, d'autres sont dans les fiscalités, parce que l'enseignement, la santé, n'est pas assez valorisé. Avec ce salaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Un enseignant qui te gagne 150 000 francs, c'est pas. Avec une maison qui te coûte 75 000, il a 2 femmes et 4 enfants. Il ne peut pas tenir le 2 bouts du mois. C'est pour cette raison que j'avais dit que l'enseignement est sous-valorisé. C'est une mauvaise volonté politique, monsieur le journaliste. Ok, pensez-vous pas que ces salaires de misère favorisent la corruption et sans bien payer les enseignants, on ne peut rien arriver, même si vous les réunissez, vous discutez et tout, mais si la volonté politique ne vient pas, rien ne va changer. Éventuellement, avec ces sommes, monsieur le journaliste, il me semble que la corruption bat son plein. Au niveau du Congo-Brazzaville, la corruption bat son plein. Et nous assistons aujourd'hui, c'est l'une des causes de sous-paiement des enseignants qui ne favorisent pas éventuellement le bon cadre de l'enseignement et de l'éducation. L'enseignement de base, un bon enseignement au niveau du Congo-Brazzaville, parce que les enseignants désertent ce secteur au profit d'autres secteurs. Nous avions assisté, après la sortie de la guerre de 97-98, le Congo a connu une période de conflit de 10 ans. Le Congo a connu cette période-là de 10 ans de conflit. Et le sud du Congo a été affecté par ce conflit. Les élèves n'ont pas été à l'école pendant au moins 10 ans. Les enseignants inexistants. C'est des simples citoyens qui avaient le BMG, qui prenaient en charge leurs frères, leurs sœurs, dans ces écoles-là, à moitié nues, pas de table banc, ni de toiture, qui dispensaient ces cours. Et après 10 ans,
Qu'est devenue cette population du pôle du pays? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ces populations du pôle du pays? Ont-ils été réhabilités? Est-ce que les enseignements ont subi une réforme? Est-ce que ces élèves ont été pris en compte? Qu'est-ce que le gouvernement, nous posons cette question au gouvernement, au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qu'est-ce que le gouvernement a fait après la sortie de la guerre de 97, toute cette période, que les élèves n'ont pas été à l'école? Ok, je crois qu'on tend vers la fin de cette émission, mais on a tous constaté l'état qui est désastreux de l'éducation au Congo-Brazzaville. Mais les gens si vous avez un message à lancer, avant de lancer avant de donner votre mot de la fin, mais si aujourd'hui vous devenez ministre de l'Éducation ou président même du Congo-Brazzaville, quelles sont les solutions claires que vous pouvez apporter en termes quelles sont les décisions que vous allez prendre? C'est vrai que vous avez dit que vous allez écouter les enseignants et tout, mais vous devez avoir vous-même une idée de ce que vous allez apporter en termes des salaires, des réformes à l'éducation au Congo-Brazzaville. Monsieur le journaliste, le moment venu, comme vous avez bien su le dire, ministre de l'Enseignement, que je vous remercie, président de la République, je vous remercie. Nous avions des idées. Nous avions des idées, mes partenaires et moi, ici dans la diaspora, au niveau du Canada et au niveau de Paris. Nous sommes en train de travailler sur ce point-là. Nous avions pas mal des idées, nous avions un planning d'activités d'urgence que nous allons mettre en place pour l'enseignement, pour redresser l'enseignement au niveau du Congo-Brazzaville. Faire un état de lieu, s'asseoir, dire stop, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on essaie de voir où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut apporter à cet enseignement. Mais nous avions des idées, nous avons un grand planning d'activités d'urgence à titre de cette année 2014-2015 jusqu'à ce que le Congo atteigne l'émergence. Il faut décentraliser, il faut des réformes au niveau de l'enseignement et l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous sommes prêts pour donner des réponses sur ce point. Ok, mais si le gouvernement au Congo-Brazzaville écoute votre appel et veulent vous faire venir en tant qu'expert pour apporter des solutions, est-ce que vous allez accepter? Écoutez, monsieur le journaliste, tout maillon apporte sa pierre à l'édifice. Nous pensons, mes partenaires et moi, nous sommes prêts à donner des réponses aux Congolais. Nous sommes prêts à apporter un ajustement démocratique au niveau du Congo-Brazzaville. Nous sommes prêts, avec ce planning, à apporter une solution. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir avec ces gens-là qui ont passé plus de 30 ans au pouvoir, sans pouvoir réformer le pays, sans pouvoir réformer l'éducation et l'enseignement au niveau du Congo-Brazzaville. Que les Congolais nous écoutent. Nous avions des idées. Nous devions faire les états de lieu de l'enseignement et l'éducation au niveau du Congo-Brazzaville, mais pas avec des gens qui ont passé 30 ans, qui connaissent les maux que souffre cet enseignement et qui n'ont rien fait. Ok. Je voulais savoir, si vous devenez ministre, à combien vous pouvez fixer le salaire d'un professeur pour que... Écoute, monsieur le journaliste, nous pensons, premièrement, qu'il faut nous asseoir, regarder, premièrement, le coût de la vie, combien coûte la vie aujourd'hui au niveau du Congo-Brazzaville, le loyer au niveau du Congo-Brazzaville, essayer de pallier à cela, nous allons fixer le montant que peut gagner un enseignant du primaire, du collège, du lycée et de l'université. Par rapport au coût de la vie, par rapport à ce que le Congolais au moyen gagne aujourd'hui, je pense que c'est insuffisant. Il faut rehausser le salaire des enseignants au niveau du Congo-Brazzaville. C'est insuffisant ce qu'ils gagnent. Ok, alors on est pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour tous ceux qui vous suivent? Et si jamais des gens veulent rejoindre votre vision, comment est-ce qu'ils vont faire pour vous contacter? À tous ceux de la diaspora, du Canada, de France, à tous les Congolais, à tous mes compatriotes qui nous écoutent, nous pensons que l'état de l'enseignement au niveau du Congo-Brazzaville est très médiocre et qu'il faut qu'on s'arrête à un moment pour donner des solutions dans ce secteur. Nous pensons qu'il faut des états généraux de l'enseignement.
À ceux qui veulent nous rejoindre, à ceux qui veulent être ensemble avec nous, rejoindre nos pensées, nous sommes très présents dans les médias sociaux, YouTube, Facebook, Twitter. Juste taper le nom de Sostène Samba. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous sommes prêts à discuter, à s'asseoir avec tous ceux d'ici ou d'ailleurs, congolais et non congolais, pour essayer d'apporter des solutions dans ce secteur de l'enseignement et l'éducation. Merci, M. Samba. Merci, monsieur le journaliste. À tous ceux qui ont prêté attention à cette allocution, nous lançons un appel à tous les Congolais de la diaspora, à tous les cadres éparpillés de par le monde, à nous rejoindre. Parce qu'un mouvement a été lancé au niveau du Canada et nous avions besoin de l'apport de tout le monde. Nous avions besoin de vos idées. Venez, rejoignez-nous. Nous sommes très présents dans les médias sociaux et notre adresse email, c'est legitimeconseil@yahoo.fr. Nous avions besoin de l'apport de tout le monde car le Congo a besoin de ses cadres. Le Congo a besoin de ses fils et filles. Rejoignez ce mouvement afin que tous ensemble, nous puissions donner des réponses dans ce secteur-là. Ainsi donc, nous voulons remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie tous mes collègues, tous mes compatriotes. Et ensemble, nous allons travailler, nous allons œuvrer à ce que le Congo aille en avant. Merci aussi à tous ceux qui allons nous rejoindre. Rejoignez-nous, envoyez-nous vos mails. On fera un plaisir de vous lire et de donner réponse à ces mails. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le caméraman. Merci, madame la secrétaire. Et vous tous qui êtes de l'autre côté du caméra. Merci à Congo Mikili, ces grands chaînes d'édition. Merci à tous les internautes et merci à tous les Congolais.